Je vais appeler Sophie Aran, qui est directrice du musée Bonnat je crois qu'on dit Helleu, qui va nous raconter comment faire de la recherche dans un musée qui actuellement, je crois, est fermé au public et comment valoriser des collections qui, pour certaines, sont interdites de près. Je la remercie beaucoup de venir et de faire l'aller-retour depuis Bayonne. C'est très, très, très gentil. On est très sensible au fait que vous ayez accepté notre invitation. Je vous laisse la parole pour 10 minutes. Merci beaucoup, effectivement, de cette invitation pour évoquer une situation un peu particulière qui est celle du musée que je dirige effectivement depuis août 2010 et qui est actuellement fermé au public, et ce depuis mai 2011, et qui est engagé dans un important projet de rénovation et d'extension avec des perspectives de réouverture à l'horizon 2019. J'avais, comme me le rappelait tout à l'heure Scarlett, prévu d'intituler cette courte communication « Peut-on faire de la recherche dans un musée fermé ?» Et c'est pas tout à fait une question anodine, et ça répond aussi, cette question suscite aussi beaucoup d'interrogations auprès du grand public. Vous avez parlé de pédagogie, et je vais essayer de montrer, de vous parler des tentatives que nous faisons pour expliquer justement quel travail nous conduisons, et travail dans lequel au sein de laquelle la recherche occupe une place importante. Donc je souhaiterais vraiment interroger la place de la recherche dans ce contexte particulier de fermeture, et montrer aussi peut-être en quoi les circonstances et l'écriture d'un projet inédit obligent à repenser et à réorienter cette recherche en fonction de priorités et aussi d'échéances nouvelles. Je vais donc vous proposer une présentation en 2 temps. D'abord un état des lieux afin d'évoquer les perspectives de recherche dans le contexte particulier d'une rénovation. Je vais commencer par vous parler de cette collection et de la situation du musée de Bayonne. Alors, il faut savoir que Bayonne, c'est une ville relativement petite, 47 000 habitants, qui néanmoins dispose d'un patrimoine très important. C'est aujourd'hui une ville d'art et d'histoire, et qui dispose de 3 musées. Un musée de beaux-arts, qui est donc le musée Bonnat-Helleu, un musée d'histoire populaire, d'histoire populaire et tradition populaire, qui est le musée basque et de l'histoire de Bayonne, et un muséum d'histoire naturelle, tous les 3 musées de France. Mais c'est une ville qui est aujourd'hui plus connue, et je pense que je ne vous apprendrai rien, pour d'autres choses que ses richesses patrimoniales, que sont les fêtes de Bayonne, qui se déroulent à la fin du mois de juillet, le jambon, bien sûr, la pelote basque, les corridas, sans oublier, bien sûr, l'aviron bayonnais. Très important pour la ville de Bayonne, comme en témoignent quelques images récentes de la ville. Le musée, quant à lui, est un musée relativement récent, si je puis dire, puisqu'il a été inauguré en 1901, et il est très connu aujourd'hui pour sa collection qui reste relativement petite, 7000 numéros, donc ça reste une collection relativement restreinte, mais mythique, et qui, cette reconnaissance internationale que connaît la collection est liée à la présence de la collection constituée par Léon Bonnat, qui est donc l'artiste qui a donné son nom au musée. Cette prédominance de la collection Bonnat, elle est cependant assez mal connue, assez mal cernée en réalité, et on en retient essentiellement que la collection de dessins. Mais c'est une collection plus large qui compte aussi une importante collection d'antiques, de la peinture en grand nombre, de la sculpture et des grands ensembles, non seulement numériques, mais aussi de qualité, que sont les fonds Ingres, Delacroix, Géricault, 26 dessins de Dürer, 15 dessins de Poussin, etc., mais aussi une série de dessins et d'esquisses de Rubens ou des écoles du Nord, un fonds de peinture anglaise, assez rare dans les musées en France, et un fonds espagnol important qui provient largement de Léon Bonnat, ainsi qu'un ensemble de sculptures de Bari tout à fait remarquables. Cette prédominance de la collection Bonnat, marquée donc par ces importants ensembles, elle est aussi complétée par la collection Petit-Henri, qui est une collection qui a été publiée, qui a été montrée au Musée du Luxembourg en 1997-1998, avec la publication d'un catalogue sous la direction de Pierre Rosenberg. Mais tout cela cache aussi une autre partie de la collection qui est quasiment complètement méconnue du grand public, mais aussi des chercheurs, qui est l'existence d'une collection dite municipale, qui compte pourtant des œuvres de qualité, dont une collection de terre cuite de la seconde moitié du XVIIIe siècle, provenant de Paul Cailleux,
qui est tout à fait remarquable, un fonds de dessin et de peinture autour de l'école bayonnaise et de l'école de peinture et de dessin de Bayonne à la fin du XIXe siècle, lié à Bonnat et à des élèves de Bonnat et d'Achilzo, que sont Denis Etcheverry, Eugène Pascot, Georges Bergès, Gabriel Leluc, etc. Mais également des dépôts anciens de l'État dont la propriété a été transférée en 2007, dont des tableaux de Vouet, de Bonnat, de Robert Fleury, etc. Enfin est venu s'ajouter à cette collection, en 2010, l'ajout d'un fonds important qui a modifié également le nom du musée, qui est le fonds autour de l'artiste Paul Césarelleux, donc l'artiste de la Belle Époque par excellence, dont le fonds a été enrichi puisqu'il existait déjà un fonds constitué à partir de 1989 au musée, par le legs en 2010 de la fille cadette de Paul Césarelleux qui est décédée à un âge vénérable, qui était celui de 104 ans. Vous voyez, ce qui explique la distance chronologique existante entre les choses. Je l'ai dit, la collection est importante. Le nom du musée, cependant, a sans doute contribué à perturber aussi la perception qui était celle du musée. Je m'explique. Le musée s'est appelé jusqu'en 2011 Musée Bonnat et a fait longtemps penser qu'il s'agissait d'un musée monographique. L'association du nom de Helleu à celui de Bonnat, donc Musée Bonnat-Helleu avec un sous-titre Musée des Beaux-Arts de Bayonne, là aussi, peu parfois sans le sous-titre, pourrait faire croire qu'il s'agit d'un musée consacré à deux personnalités artistiques, dont l'association d'ailleurs ne va pas de soi. L'ajout du Musée des Beaux-Arts de Bayonne en sous-titre était tout à fait volontaire et correspond au fait de vouloir affirmer la place et la caractéristique des collections du musée. Néanmoins, ça reste encore une difficulté et on voit bien que le vocabulaire a du mal, le nom du musée a du mal aussi à être entériné encore aujourd'hui, puisque nous continuons tous, et moi la première, à dire musée Bonnat assez régulièrement. Par ailleurs, le musée a bénéficié de peu de publications qui sont déjà anciennes et peu nombreuses, en dépit, et c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, le fait que le premier catalogue des dessins italiens des collections publiques était celui de Bayonne en 1960, réalisé par Giacomo Bini, mais malheureusement peu suivi par la suite. Mis à part peut-être, et il faut quand même que je le signale, évidemment le catalogue des dessins de Poussin réalisé par Pierre Rosenberg et Louis-Antoine Prat, ou celui des dessins de Léonard de Vinci, écrit cette fois par Varena Forcione et Françoise Viat. Au sein du musée, par ailleurs, la recherche se heurte à un certain nombre d'écueils. Je l'ai dit, j'ai pris mes fonctions en 2010 et j'ai trouvé notamment une documentation extrêmement fragmentaire, une cotation très incomplète de la bibliothèque qui était vraiment à reprendre et un dépouillement des ressources qui était inexistant ou du moins une grande dispersion des informations qu'il a fallu peu à peu réunir. Par ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait croire, pas de fonds d'archives sur les deux personnalités dont j'ai parlé qui constituent aujourd'hui les deux pôles du nom du musée, Bonnat et Helleu, quasiment rien, peu de correspondance et donc un pôle qui restera à constituer, qui sera le fruit évidemment de recherches assez longues, mais qui pourront s'appuyer néanmoins, notamment dans le cas de Bonnat, sur un travail universitaire qui vient d'être soutenu à l'Université Paris IV sur Bonnat portraitiste. Une autre difficulté qui se pose au musée aujourd'hui, c'est l'absence d'enseignement d'histoire de l'art à Bayonne, puisque les deux universités les plus proches à proposer un enseignement d'histoire de l'art sont Pau et Bordeaux. Mais évidemment, à l'échelle d'une nouvelle région qui devrait devenir la Nouvelle-Aquitaine, très étendue, ils resteront ces deux pôles très importants et je pense que Bayonne continuera de toute façon à devoir compter, et c'est heureux, sur les ressources de Pau et de Bordeaux. Mais c'est une distance géographique néanmoins avec Bayonne qui a des conséquences, notamment sur le fait d'avoir un certain nombre de jeunes étudiants qui viennent travailler sur les fonds du musée. Le musée doit aussi composer avec deux contraintes fortes, et l'une d'entre elles est sans doute celle qui a pesé le plus lourd sur les recherches qui ont été entreprises au sein de cet établissement, c'est l'interdiction de prêt d'une partie des collections, mais je le précise, d'une partie seulement des collections. Cela concerne la collection constituée par Léon Bonnat et la collection constituée par Antonin Personnat, mais le reste des collections peuvent voyager. Donc, ce qui est contraire à une espèce de mythe qui entoure ce musée où on a l'impression que tout est figé à Bayonne, ce n'est pas tout à fait exact.
Néanmoins, l'interdiction de prêt des œuvres très importantes de ces deux collections Bonnat et Persona n'ont pas permis évidemment de confrontation directe à l'occasion d'expositions temporaires, et le musée a globalement été peu présent dans les catalogues, sinon à titre de comparaison, très souvent. La seconde contrainte forte qui s'est posée pour le musée avant sa fermeture, c'est aussi le fait qu'il y ait eu essentiellement des accrochages réalisés pendant un certain nombre d'années, notamment au cours des 10 dernières années, et peu d'expositions temporaires, faute également d'un lieu pour pouvoir présenter ces expositions, puisque le musée devait décrocher ses collections permanentes pour pouvoir présenter des expositions temporaires. Néanmoins, un espace avait été créé à proximité, mais plutôt orienté vers l'art contemporain, et globalement, on peut dire que la mise en valeur des collections permanentes a été assez réduite. Et il y a eu aussi une absence assez notable de publicité sur le musée et ses activités, peu d'articles de presse dans les 10 dernières années, ce qui a contribué aussi à ne pas développer la recherche et la connaissance sur les collections. Enfin, il ne faut pas se voiler la face, je l'ai dit tout à l'heure, Bayonne est une ville relativement petite, 47 000 habitants, et le musée doit composer aussi avec une équipe restreinte qui compte 15 personnes aujourd'hui, ce nombre comptant aussi bien des agents d'accueil et de surveillance que du personnel scientifique, bien entendu. Tout cela dresse un bilan qui pourrait paraître très négatif face aux enjeux de la rénovation et de l'extension du musée et au regard des nouvelles ambitions pour l'établissement. Mais cela reste vraiment à nuancer et à relativiser sans néanmoins faire d'angélisme aucun. La fermeture et le projet de rénovation sont en effet aussi une chance pour la recherche, même si elle n'est pas exempte de difficultés, je viens de l'évoquer, et s'appuie sur des ressources tant humaines que scientifiques peu nombreuses. La fermeture du musée en 2011 a été souvent par ailleurs mal comprise, généralement perçue comme uniquement négative, mais elle a vraiment obligé le musée à repenser de nouvelles stratégies en matière de communication et de diffusion. Le musée doit en effet exister autrement et dire, sans pouvoir le montrer au sein de ses espaces, le caractère exceptionnel de ses collections. Nous avons donc dû développer des supports de communication, mais qui, au-delà de la communication, était une manière évidemment de valoriser les collections et le travail qui était mené les concernant. Donc, publication de petits livrets sur les collections, notamment à l'occasion de la présentation d'œuvres au sein du Salon du dessin en 2013, qui nous avait permis donc, de réaliser ce petit livret que vous voyez, donc, qui est au milieu de l'image en bas. Également, création d'une lettre d'information électronique mensuelle qui permet aussi ponctuellement d'évoquer des restaurations en cours, des cas d'études, etc. Et puis, la création, la réactivation d'un site Internet déjà existant mais obsolète et que l'on ne pouvait plus alimenter à travers également la définition d'une nouvelle identité visuelle. Ces supports de communication et le dynamisme que nous essayons quand même d'avoir en dépit de la fermeture du musée au public, avec des ouvertures ponctuelles à l'occasion d'événements comme les Journées du patrimoine, les Journées de l'archéologie, etc., ainsi que donc cette diffusion des informations ont permis une identification croissante du musée comme un lieu de ressources. Et on voit depuis quelques mois, quelques années maintenant, la présence de plus en plus nombreuse de chercheurs français et étrangers, et aussi des sollicitations croissantes concernant des demandes d'images qui étaient vraiment très, très restreintes antérieurement. Nous avons également entrepris, à la faveur de cette fermeture, tout un travail qui n'est pas visible du grand public, mais qui est ô combien important pour la recherche, qui est la remise à niveau de la documentation, et notamment la création et l'alimentation de dossiers d'œuvres, la création de dossiers artistes qui n'existaient quasiment pas, et également de dossiers sur l'historique des collections, sur les grands donateurs qui ont permis de constituer cette collection. La fermeture du musée a aussi permis d'en faire un lieu où l'on peut déployer un certain nombre d'activités dans des espaces qui étaient anciennement dévolus à la présentation des collections permanentes. Et de mener en particulier le récollement des collections, en partie conjointement avec le musée du Louvre qui nous accompagne dans ces opérations. Et également de mener des campagnes photographiques régulières de l'ensemble des collections, grâce à une ressource que je suis très heureuse d'avoir à Bayonne, qui est la présence d'un photographe en interne, ce qui est rare dans les musées en région, et qui nous aide beaucoup à avancer dans ce travail.
Nous avons pu également, à la faveur de la fermeture, lancer des campagnes de restauration, notamment pour des grands formats qui ont été restaurés in situ, autour en particulier de l'école bayonnaise, les artistes dont j'ai parlé tout à l'heure, Achille Zo, Denis Etcheverry, Georges Bergès, etc., artistes qui trouveront bien sûr leur place dans le futur parcours des collections permanentes. Les acquisitions se poursuivent également. Et puis nous avons cherché à diffuser le plus possible les collections à travers notamment la mise en ligne d'une base de données à la faveur justement de la refonte du site internet. Donc vous voyez une image en bas à droite qui vous présente une des fiches donc, de ces collections mises en ligne. En un peu plus d'un an, nous avons réussi à mettre 1030 fiches en ligne, donc ce qui, au vu de la petitesse de l'équipe, nous permet quand même de valoriser la collection à travers donc, cette base de données. Et base de données qui s'enrichira aussi d'expositions virtuelles qui verront le jour sur ce site internet. Le musée, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut prêter une partie de ses collections et nous avons aussi cherché vraiment à nous associer le plus possible à des grandes expositions. Actuellement, vous pouvez voir par exemple un dessin, une esquisse peinte de Charles Lebrun dans l'exposition monographique que lui consacre le musée du Louvre-Lens. Et puisque nous sommes au musée d'Orsay, très bientôt, dans le cadre de l'exposition spectaculaire Second Empire qui ouvrira au mois de septembre, un grand tableau de Bonnat qui, lui, n'est pas frappé d'interdiction de prêt, sera présenté, Le Martyr de Saint-André, un tableau qui n'a jamais été vu en dehors de Bayonne depuis son arrivée dans les années 1860, plus exactement en 1863 à Bayonne. Donc ça sera aussi un moment important pour nous que de pouvoir présenter, dans le cadre d'une exposition temporaire au sein du musée d'Orsay, une œuvre de notre collection. Et puis enfin, la fermeture permet aussi, bien sûr, de réfléchir à la publication d'un certain nombre de catalogues des fonds du musée et nous avons lancé récemment notamment un catalogue des dessins et estampes des écoles du Nord. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un fonds très important notamment autour de Dürer, donc qui devrait voir le jour dans les années à venir et bien sûr sera complété par d'autres publications, notamment autour des fonds 19e que sont les grands fonds Ingres, Delacroix ou Géricault. La rénovation du musée, par ailleurs, repose bien sûr sur l'écriture, nous en avons parlé tout à l'heure rapidement, d'un projet scientifique et culturel qui définit aussi les nouvelles orientations de l'établissement et où j'ai souhaité faire du dessin un pôle d'excellence dans le futur musée qui devrait donc réouvrir ses portes dans quelques années. Le projet, à mesure qu'il a été dévoilé, a aussi favorisé petit à petit l'activation de réseaux existants et aussi le développement progressif de réseaux nouveaux à développer. À l'échelle locale, je vous ai dit tout à l'heure que la ville était aujourd'hui ville d'art et d'histoire et le fait de devoir rénover, d'engager cette rénovation du musée a permis aussi de commencer à réfléchir sur l'existence des fonds au sein de la collectivité, de réunir un certain nombre d'informations, notamment autour de Léon Bonnat. Les réseaux, c'est aussi bien sûr très important à cette échelle locale pour constituer des fonds documentaires, puisqu'il y a beaucoup d'éléments éparpillés à la médiathèque, aux archives départementales, mais également au musée basque, que nous avons pu peu à peu, que nous sommes en train peu à peu de réunir. À une échelle plus lointaine, le musée s'associe aussi à un certain nombre d'établissements comme l'École du Louvre, l'Institut national du patrimoine, et notamment nous avons lancé avec la filière restauration depuis l'année dernière une série de travaux autour des dessins d'Achille Zo, dont nous avons un fonds très important qui provient en particulier de l'École de dessin de Bayonne. Des projets de campagne d'études et de restauration avec le C2RMF, et puis nous essayons aussi d'être présents dans des programmes de recherche. Il a été question tout à l'heure du Courtauld qui a mis en ligne un gros travail sur les ivoires gothiques. Il se trouve que le musée Bonnat-Helleux conserve une collection assez intéressante qui est donc en ligne aujourd'hui sur la base de données du Courtauld. Des travaux également menés avec l'INHR dans le cadre du programme Rétif par exemple, ou des archives Rothschild où le musée pourra aussi faire état d'un certain nombre de ses collections.
Et puis, nous avons aussi cherché, puisque je vous ai dit tout à l'heure que nous avions une collection importante autour de Rubens, à contribuer, ou du moins à accueillir un certain nombre de chercheurs qui travaillent dans le cadre du Corpus Rubenianum, qui est en cours et qui permettra donc de publier ces œuvres de Rubens et de ses élèves et de son atelier. Enfin, nous avons le plus possible participé à des journées d'études. 3 tableaux en particulier de la collection de Bonnat sont sortis de façon très exceptionnelle, non pas pour une exposition temporaire, mais pour des journées d'études qui avaient été organisées en 2013 par le musée du Louvre autour de Goya, journées qui avaient été mises en œuvre par Guillaume Kins et qui ont permis pour la première fois de confronter les œuvres de Bayonne à d'autres œuvres des collections publiques françaises et également d'engager une restauration qui a pu se mettre en œuvre à la suite de ces journées d'études. Enfin, je précise aussi que le plus possible, et à titre personnel, cette fois-ci, j'essaye vraiment d'être aussi présente au Festival de l'Histoire de l'Art, à la fois pour pouvoir parler de Bonnat et de la collection, et puis aussi parfois d'autres sujets qui peuvent me tenir à cœur et qui ne sont pas vraiment de la recherche directement appliquée aux collections du musée. Enfin, et pour finir, je voudrais juste évoquer ce que j'ai dit très très vite tout à l'heure, le fait que dans la nouvelle orientation de l'établissement, le dessin allait occuper une place prééminente et très importante. Le projet de rénovation permet, et c'est une chance, nous a permis de renforcer quelque peu l'équipe scientifique. Alors je dis quelque peu parce qu'en fait, nous avons pu recruter 2 attachés de conservation, mais qui ont des missions qui ne sont pas forcément scientifiques au sein de l'établissement, comme c'est souvent le cas, notamment une personne qui est responsable du service des publics, mais la seconde, qui est mon adjointe, a pris en charge vraiment le fonds ELE, donc ce fonds qu'il faudra mettre en valeur dans les années à venir et qui constitue donc un des pôles importants de la vie du musée. Concernant la place du dessin au cœur du projet du musée, et une chose qui est récente, qui va se mettre en place là, incessamment sous peu, puisque le jury de recrutement aura lieu le 4 juillet. Après pas mal d'années de bataille, j'ai finalement réussi à faire créer un poste de conservateur-restaurateur pour les arts graphiques au sein du musée, donc qui va nous permettre justement de valoriser ce fonds très important de dessins que nous conservons, à peu près 3000 numéros, et de mener vraiment un travail de longue haleine, à la fois de démontage, de restauration et aussi de mise en valeur de cet ensemble. Puisque le dessin trouvera une place tout à fait importante dans le parcours des collections permanentes, à la faveur de la création d'espaces art graphiques qui seront disséminés dans le parcours des collections, et également de la refonte et du réaménagement complet d'un cabinet des dessins avec une salle d'actualité qui permettront de valoriser à la fois les collections et aussi de montrer la vitalité de cette collection. Enfin, la mise en œuvre de publications et d'expositions accompagnera le travail que nous cherchons à mener sur les arts graphiques et à terme, avec l'idée de pouvoir créer à Bayonne un pôle d'excellence autour du dessin et peut-être de mettre en œuvre un prix autour du dessin, d'une biennale du dessin. Voilà les perspectives qui sont celles d'un musée qui est fermé depuis quelques années, mais qui, comme vous le voyez, du moins j'ai essayé de vous le montrer, essaye d'être quand même dynamique et de faire connaître autant qu'il le peut et dans la limite de ses moyens techniques, financiers et humains, ses activités actuelles et futures. Merci.